Alors, nous voilà de retour pour la révolution de Saint-Domingue. On s'est arrêté, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, à l'insurrection. Cette insurrection éclate, comme je l'ai dit, en août 1791, c'est-à-dire au moment où l'Assemblée constituante, au mois de mai, annonce les mêmes droits aux mulâtres que les Blancs. Ce qui ne plaît pas, souvenez-vous, j'avais expliqué à la population des esclaves, aux nègres marrons, qui, eux, vont trouver un leader en la personne de Boukman, qui sera le meilleur de l'insurrection. Alors, cette insurrection, on va regarder un petit peu comment elle se déroule. L'épicentre de l'insurrection a lieu au Cap Français, c'est-à-dire ici, au nord de l'île, et va s'étendre au fur et à mesure des soulèvements à Port-au-Prince, à l'Écaille, donc dans les principales villes de la colonie française. L'Assemblée constituante va réagir en nommant une armée et 3 commissaires et décide d'envoyer 18 000 soldats pour établir l'ordre. En réalité, c'est 300 moins. C'est-à-dire que d'avoir 18 000 hommes, vous en avez 6 000 qui débarquent à Saint-Domingue à la fin du mois de décembre 1791. Les premiers combats révèlent les talents militaires d'un homme qui prendra fait et cause pour les esclaves, c'est François Toussaint de Louverture. Alors, il est fils d'un Africain du Bénin, il a reçu une éducation sommaire, il est affranchi 15 ans plus tôt en 76, il est mulâtre, c'est-à-dire qu'il a pu acquérir une propriété de 13 hectares et 20 esclaves. Donc vous voyez que malgré tout, il a le droit. Là, vous l'avez en tenue de gouverneur de la province, à la fin des années 1790, on y reviendra après. Alors, le 28 mars 1792, la constituante décide de tenter une promulgation de loi afin de limiter la révolte. Je veux tout de suite, cette tentative se soldera par un échec. La loi du 28 mars 1792 stipule que l'Assemblée nationale reconnaît et détermine que les hommes de couleur et les nègres libres des colonies jouiront immédiatement de l'entier usage des droits politiques. C'est-à-dire qu'on essaye justement de donner gain de cause aux esclaves pour calmer les tensions. Néanmoins, il est trop tard, le conflit continue. Et on a un invité surprise, puisque l'Espagne va se mêler à la révolte. Souvenez-vous, je vous remets la carte si vous voulez. L'Espagne est voisine de la France, puisqu'elle occupe toute la partie orientale de l'île de Saint-Domingue, qui d'ailleurs s'appelle Hispaniola. C'est là où Christophe Colomb avait d'ailleurs touché les Caraïbes, en 1492. L'Espagne, avec à sa tête le roi Charles V, décide tout simplement de vouloir conquérir l'île. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclare la guerre à la France. Je vous rappelle que l'Espagne est une monarchie absolue, en guerre contre un pays révolutionnaire qui a mis fin à la société d'ordre, à l'ancien régime, à une des plus vieilles monarchies absolues de l'histoire. L'Espagne, qui déclare la guerre donc à la France, décide d'attaquer aussi la Saint-Domingue. Il y a moyen de récupérer le territoire de Saint-Domingue et de récupérer toute l'île, comme à l'époque, au début de l'Empire colonial espagnol. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de prendre parti pour Toussaint de Louverture des esclaves en leur promettant, s'ils s'allient à la couronne espagnole, leur liberté. Alors, sur le papier, c'est beau, si bien que les esclaves et Toussaint de Louverture vont s'unir dans un premier temps à l'Espagne et combattre la France. De son côté, Paris perçoit d'un très mauvais œil cette insurrection, puisque c'est une insurrection contre les idées révolutionnaires, contre Paris, contre la Révolution. Pour vous dire, elle assimile cette révolte à la révolte de Vendée. La Vendée, qui est plutôt à l'époque pro-monarchiste, se révolte contre les révolutionnaires français. L'armée est dépêchée, c'est un massacre, la répression est particulièrement violente dans les deux camps. Les révoltes de Vendée sont particulièrement sanglantes. Pour Paris, pour la constituante, la révolte de Saint-Domingue s'inscrit dans ce même thème, c'est-à-dire une opposition aux idées révolutionnaires. Là, donc, on déploie des commissaires, notamment Santonax, un de ces commissaires, qui va, lui, intervenir directement à Saint-Domingue. Il se déploie avec des troupes et décide de s'appuyer sur les 500 000 esclaves de l'île
afin justement de mettre fin à la menace espagnole. Qu'est-ce qu'il fait tout simplement? En février 1794, l'esclavage va être aboli. Dans un premier temps, grâce au décret d'abolition de l'esclavage, mais surtout dès août 1793. C'est-à-dire que le 29 août 1793, Sonthonax promulgue l'abolition des esclaves pour que justement la colonie reste française. Le but, c'était que comme les Espagnols menaçaient le territoire souverain de Saint-Domingue, les Anglais aussi étaient une menace dans le secteur des Caraïbes, Sonthonax a décidé de renverser la situation en disant voilà, on arrête le conflit, on vous donne votre indépendance, on abolit l'esclavage, vous êtes les esclaves libres, Saint-Domingue est toujours une colonie française, attention, néanmoins, vous êtes abolis, vous devenez des citoyens libres, en gros vous avez ce que vous souhaitez. La chose est confirmée avec le décret du 5 février 1794, puisque le 5 février 1794, l'esclavage est aboli en France. L'abolition de l'esclavage des nègres dans toutes les colonies françaises se met en place et prend loi de valeur générale. L'esclavage est aboli grâce à la révolte de Saint-Domingue. Toussaint de Louverture a ce qu'il veut. Il se rallie donc à la France, il aide les Français à repousser les Espagnols en 1794, après avoir su que, évidemment, tous les esclaves seraient libres. En 1795, il est nommé gouverneur général de l'île, c'est un des premiers gouverneurs généraux de couleur. Vous le voyez d'ailleurs en uniforme de gouverneur général de la province. Vous voyez qu'il porte un uniforme qui est un uniforme républicain, la cocarde tricolore à la ceinture, comme Lafayette par exemple, une épée, et les titres de gouverneur. Donc vous voyez que, en tant que mulâtre, il a réussi aussi à obtenir les mêmes droits que les Français. On dit monsieur de Toussaint de Louverture. Donc il a le droit, il a le titre, l'épée et le statut de citoyen français. Donc la révolte, pour l'instant, se passe plutôt bien. Toussaint de Louverture parvient notamment à relancer la machine économique de Saint-Domingue en faisant quoi? En faisant en sorte que les esclaves deviennent des ouvriers, tout simplement. C'est-à-dire que les esclaves sont affranchis, mais deviennent des ouvriers rémunérés dans les plantations. Alors, voilà un petit peu pour Toussaint de Louverture. Ça aurait pu se terminer là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En France, la situation évolue, puisque à la fin des années 1790, la Révolution devient le consulat. Le consulat est dirigé par le premier consul, le consul Bonaparte, qui, après les troubles révolutionnaires de la fin des années 1790, veut surtout maintenir l'ordre en France, et devient le premier consul. Vous l'avez d'ailleurs en uniforme de consul, sur la photo. Il décide de se débarrasser de l'abolition de l'esclavage, et surtout de Toussaint de Louverture, car il est soutenu par le lobbying de planteurs. C'est-à-dire que les planteurs, surtout certains n'ont pas très bien vu l'abolition de l'esclavage. Il fallait payer des ouvriers. Maintenant, le problème, c'est que les esclaves, il faut les rémunérer. Donc ça, ils n'étaient pas trop d'accord. Appuyé par les lobbying, Bonaparte décide d'abolir l'esclavage, de revenir en arrière, et, en gros, d'abolir l'abolition de l'esclavage. En plus, il craint que Toussaint de Louverture, qui est devenu de plus en plus populaire, qui continue à influencer les anciens esclaves, il a peur que Toussaint de Louverture prononce l'indépendance de Saint-Domingue. Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il est arrêté, il fait arrêter Toussaint de Louverture. Toussaint de Louverture est arrêté et déporté en France. Il est déporté en France. Napoléon, le 20 mai 1802, rétablit l'esclavage dans les colonies. Les esclaves, tout simplement, s'y opposent. Et en 1802, on est à partir de 1802, et le 1er janvier 1804, face à l'insurrection des esclaves, Saint-Domingue devient indépendante et prend le nom d'Haïti. Ce nom est donné pour rompre avec le passé esclavagiste de l'île de Saint-Domingue. C'est-à-dire qu'on change de nom pour justement balayer les traces de l'esclavage. C'est-à-dire que 2 ans après l'arrestation de Toussaint de Louverture, les Haïtiens, les anciens esclaves, prennent les armes avec certains portent des uniformes républicains de l'armée française, comme leur homologue blanc. Néanmoins, ils décident de se disposer par eux-mêmes, comme les idées des Lumières, c'est-à-dire que Bonaparte et ses idées du retour à l'esclavage se sont imposées comme un tyran. On est encore dans l'idée des peuples de disposer par eux-mêmes.
Qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, face à un régime qu'ils considèrent comme de plus en plus tyran et ne respectant pas leurs droits, reconnus par la Révolution française et surtout l'abolition de l'esclavage en 1794, pardon, les anciens esclaves se rebellent contre la France et ils décident de devenir indépendants. Désormais, on ne parle plus de Saint-Domingue, mais de Haïti, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour cette rêve. Vous voyez qu'un petit peu, c'est l'idée de l'arroseur arrosé dans l'histoire, si on regarde bien. On a la France, porteuse d'idées des Lumières, porteuse d'idées révolutionnaires, qui se retrouve jugée et pointée du doigt comme un tyran par une population qui est les esclaves. C'est-à-dire que même là, dans les idées de l'égalité des droits, des peuples, des hommes, libres et égaux, la France a eu beaucoup de mal justement à reconnaître l'abolition de l'esclavage. On a vu qu'ils ont fait des demi-mesures, notamment chez les mulâtres. Or, les mulâtres ne sont pas représentatifs des esclaves. Vous l'avez vu, hein, ils ne représentent que 40 000 individus de la population totale, contre 500 000 esclaves. Les idées révolutionnaires, qui étaient pas entièrement adoptées, ont eu gain de cause avec les esclaves, puisque grâce à leur révolte, ils ont pu obtenir leur gain de cause. Puisque, en 94, l'esclavage est aboli en France. D'accord? L'idée, pour l'instant, était bonne, puisque les peuples les gens naissent libres et égaux. Ce sont des citoyens égaux. Sur le papier, je précise, hein, évidemment, il y aura des nuances, malheureusement. Mais la France, de par son attitude en la personne de Bonaparte, qui décide de rétablir l'esclavage, se pose comme un tyran, en mettant fin aux libertés. Et là, on retrouve les idées des Lumières qui réapparaissent. C'est-à-dire que face à un tyran, un despote qui persécuterait les droits, au nom du droit et de la justice et de la raison, vertu des Lumières, les Haïtiens se révoltent et proclament leur indépendance vis-à-vis de la France. Vous voyez que, dans ce cas-là, on est bien dans la position que je dis il y a encore quelques minutes, de l'arroseur arrosé, de l'harponneur harponné, si vous préférez. La France, porteuse des Lumières, s'est prise à son propre jeu et s'est posée comme tyran à Saint-Domingue. Voilà ce que je voulais dire pour ce chapitre. On a terminé donc le thème sur les révolutions sur la façade atlantique. J'espère que ça a été intéressant pour vous, hein, notamment la révolution américaine, la révolution française. On n'a malheureusement pas pu, au vu des programmes et des conditions particulières, entrer dans les détails. On va vous en montrer beaucoup plus. Malheureusement, ça a été compliqué. N'hésitez pas à demander si vous voulez des informations supplémentaires, des ressources vidéo. Je suis là pour ça. Allez, je vous retrouve sur WhatsApp. Si vous avez des questions,